c'est un homme un peu dérangeant, le président Sankara. Il pose des questions, quoi. Avec lui, il n'est pas facile de dormir en paix. Il y en a qui demandent mais où se trouve l'impérialisme. L'impérialisme, regardez dans vos assiettes, quand vous mangez les grains de riz, de maïs, de mil importés. C'est ça l'impérialisme, n'allez pas plus loin. Nombreux sont les présidents africains qui ont fait de belles choses, qui ont élevé leur peuple, qui leur ont accordé plus de droits, plus de liberté et de pouvoir d'achat. Alors si les visages que tu as vus sur la miniature ne te disent rien pour certains, ou que tu ne connais pas leur fabuleuse histoire et accomplissement, tu es au bon endroit car ici je vais t'expliquer comment ils ont fait pour contribuer à faire évoluer leur pays, et plus largement à faire briller tout le continent africain. Mais je voudrais simplement dire que nous devons accepter de vivre africain, c'est la seule façon de vivre libre et de vivre digne. Et cela je vais te le montrer en te numérant quelques faits marquants qu'ils ont accomplis en faveur de leur pays. Dans cette vidéo, tu vas apprendre des choses, mon ami, et tu le sais. Commençons sans plus tarder avec notre premier président, Thomas Sankara. La France ne comprend pas l'Afrique, et il est grand temps qu'elle la comprenne. Sankara, c'était le président au cœur tendre, un idéaliste, un personnage étonnant, sans doute le président et le chef d'État le plus surprenant de la planète. On connaît très certainement déjà Thomas Sankara et une partie de son histoire. Mais cet homme est une fierté pour tout le continent et on ne se lassera jamais de conter son histoire. Et des actes qu'il a posés en faveur de l'autodétermination de son pays. Pour vous, cela peut être un acte anodin, une futilité, mais le nom d'un pays veut dire énormément de choses. L'histoire d'un peuple, sa culture, ses traditions. En l'occurrence, nombreux sont les États africains qui se sont vus imposer un nom par les colons, qui se sont vus retirer une partie de leur identité profonde. Et ça a été le cas du Burkina Faso. Alors faisons un peu d'histoire, mes amis. Anciennement appelé la colonie de Haute-Volta, le Burkina Faso faisait partie de l'empire colonial français. Le 5 août 1960, elle obtient son indépendance de la France et garde cependant le même nom jusqu'au 4 août 1984, date à laquelle le jeune président Thomas Sankara décide de marquer l'histoire en changeant le nom de son pays. Le Burkina Faso est la combinaison de deux mots dans deux langues principaux du pays qui signifient la patrie des hommes intègres, Burkina se traduisant par intègre et honneur en moré, et Faso se traduisant par territoire, terre ou patrie en dioula, autre langue du pays. En utilisant plusieurs langues pour déterminer le nom du pays et de ses habitants, les Burkinabés, Sankara voulait unifier son peuple et les différentes ethnies qui la composent, pour ne former qu'un, car c'est en avançant ensemble qu'on fait progresser un pays, tout en réduisant les divisions et les guerres interethniques. Notre rôle est de tout faire pour établir les meilleures relations entre les peuples. Et ce n'est pas avec le gouvernement que nous voulons travailler. Nous ne le faisons que lorsque nous sommes obligés de passer par le gouvernement. Nous voulons directement mettre notre peuple au contact des autres peuples. Il n'appartient pas à la Haute-Volta d'apporter sa caution à un quelconque gouvernement. Thomas Sankara a eu la justesse d'esprit d'analyser cela dès le départ, ce qui a fait grand bien à son peuple. Mais Thomas Sankara est allé bien plus loin que ça. Il s'est énormément intéressé à l'économie de son pays et a commencé à l'analyser, à voir où étaient les problèmes. Simplement d'interdire l'importation du champagne ou du rouge à lèvres, je ne sais pas, ou des vernis à ongles. Cela suffit à nous renverser. Parce que la petite bourgeoisie aujourd'hui est convaincue qu'elle ne peut se passer de ces produits-là. Eh bien, il nous faut travailler à décoloniser les mentalités. Nous travaillons à reconditionner notre peuple, à ne pas avoir honte de ces réalités, à s'en contenter et même à s'en glorifier. Très rapidement, il constate que la redistribution des richesses était très inégalitaire. En effet, le train de vie fastueux des hommes politiques qui n'avaient aucun mal à utiliser l'argent du contribuable pour mener un haut niveau de vie faisait beaucoup de mal au peuple. Faisant ce constat, Sankara ne se contente pas que des belles paroles et des belles promesses très chères aux politiciens du monde entier. Mercredi, jour de réunion du Conseil des ministres. Ceux-ci s'y rendent dans leur nouveau véhicule de fonction. En effet, là aussi, pour montrer qu'on veut rompre avec d'anciennes habitudes, d'anciens privilèges, les Mercedes, symbole du pouvoir utilisé par les précédents régimes, ont été remplacés par des R5. Il s'agit de frapper par des mesures spectaculaires. Le président a même décidé de faire de la Cadillac décapotable de son prédécesseur l'objet d'une tombola nationale. Il décida de diminuer les dépenses de fonctionnement du gouvernement dans le but de réinvestir cet argent pour développer l'économie, en permettant la création d'entreprises, la création d'emplois et ainsi la croissance du pouvoir d'achat des citoyens. Les salaires sont donc réduits de 5 à 12%. Les ministres qui se déplaçaient en Renault 25, voiture très haut de gamme à cette époque, ils décident que dorénavant les ministres se déplaceront en Renault 5, une voiture d'entrée de gamme. Ainsi, ils pourront selon Sankara montrer l'exemple au peuple, chose qui est rare, très rare chez les politiciens, faut le reconnaître.
Les fonctionnaires sont incités à porter l'habit traditionnel du pays, tissé avec du coton burkinabé ou cousu par des habitants burkinabés, ouvrant de nouveaux marchés qui ont fortement développé l'économie locale du pays, permettant aux femmes et aux hommes de créer des entreprises dans le textile et ainsi créer de l'emploi. L'une des plus belles choses que Thomas Sankara a pu apporter à son pays est l'autosuffisance alimentaire. En effet, en 1986, le Burkina Faso a pu atteindre son objectif de 2 repas par jour et de 2 litres d'eau par personne, mettant ainsi un gros coup d'arrêt à la faim dans le pays. Le rapporteur spécial pour le droit à l'alimentation des Nations Unies déclare au sujet de Sankara: il a vaincu la faim, il a fait qu'en seulement 4 ans, le Burkina Faso est devenu autosuffisant en termes alimentaires. C'est parmi les couches les plus pauvres de la population qu'il compte ses plus chauds partisans. Bien sûr, Thomas Sankara a accompli bien d'autres choses, comme faire passer le taux d'alphabétisation de 13% à 73% en 4 ans, ce qui est phénoménal, interdire les mutilations génitales féminines et les mariages forcés, planter 10 millions d'arbres pour ralentir l'avancée du désert, il a bâti des routes et un chemin de fer sans aide étrangère. Car comme il le dit, celui qui vous nourrit vous contrôle. La liste des choses qu'il a pu faire en seulement 4 ans est longue, très longue. Sankara est un modèle et une source d'inspiration pour nous tous. Passons au président Ahmed Sékou Touré. Ahmed Sékou Touré, auteur de la citation « Nous préférons la pauvreté dans la liberté qu'à l'opulence dans l'esclavage », phrase qui en dit long sur sa mentalité, est né le 9 janvier 1922 en Guinée. Il est le premier président de la République de Guinée, et cela à partir de l'indépendance du pays en 1958 jusqu'à sa mort en 1984. Père de l'indépendance, il est connu pour avoir été l'homme qui a dit non à De Gaulle, l'homme qui a dit non au colonialisme, qui a déclenché une vague de volonté d'indépendance dans toute l'Afrique. Sékou Touré a eu un impact considérable au sein de la population et était un fervent défenseur de l'autodétermination des peuples et du panafricanisme comme Thomas Sankara. En effet, il estimait, et il avait raison, que le colonialisme avait eu des effets gravissimes sur les populations africaines et que le seul moyen de se développer durablement est de couper tous les liens avec les pays colonisateurs. Ce qui lui a valu les foudres des pays comme la France, qui ont essayé par plusieurs moyens d'intimider le président et son gouvernement. L'opération Persil, par exemple, a été une opération qui avait pour but d'introduire énormément de faux billets guinéens dans le pays, seulement dans le but de ralentir fortement l'économie intérieure. Par exemple, Maurice Robert, qui était le chef du secteur africain au service documentation extérieure et de contre-espionnage, disait que dans les années 60, il avait pour mission de déstabiliser Sékou Touré, de le rendre vulnérable, impopulaire, et tout cela pour faciliter la prise de pouvoir par l'opposition. Et ce n'était pas que des paroles, car les Français ont bien essayé de renverser le président en veillant à armer et entraîner les opposants guinéens, tout en leur donnant les renseignements nécessaires à la réussite du projet. Les pays colonisateurs auront tendance à diaboliser les hommes comme Sékou Touré dans les médias, car en rendant son pays libre, les colons perdent toutes les richesses et intérêts économiques qu'ils avaient sur le territoire. Et Dieu sait que la Guinée est un pays riche en matières premières, comme la bauxite par exemple, qui sert à fabriquer l'aluminium, dont la Guinée détient 50% des réserves mondiales. L'argent étant le nerf de la guerre, la réaction de la France était prévisible, dans le but de reprendre le contrôle du pays. Mais il obtiendra le soutien de nombreux dirigeants et panafricanistes qui ont la même vision que lui de l'Afrique, à savoir une Afrique en pleine possession de son territoire et de son économie. On peut le citer le président du Mali Modibo Keïta, le président du Ghana Kwame Nkrumah, à qui il aura même proposé le poste de vice-président en Guinée lorsqu'il fut renversé en 1966. Même au-delà de l'Afrique, Sékou Touré recevra le soutien de Malcolm X. Il donnera à de nombreuses personnalités panafricaines, alors en exil, la possibilité de vivre en paix en Guinée et soutiendra de nombreux pays se battant pour leur indépendance, par exemple le Cap-Vert ou l'ANC de Nelson Mandela. Il dotera la Guinée de sa propre monnaie et participera aussi à la création de l'Organisation de l'Unité africaine. On peut reconnaître qu'à travers son histoire, qu'Ahmed Sékou Touré a eu un impact positif non négligeable pour l'indépendance des pays et des peuples africains. C'était sur Nanema, une chaîne qui a pour but de promouvoir l'Afrique et la communauté noire. Si cette thématique t'intéresse, je te propose de t'abonner, d'activer la cloche et de surtout rester connecté, car toutes les semaines, je poste de nouvelles vidéos. Kwame Nkrumah est né en 1909 en Côte de l'Or, qui est le nom que l'Empire britannique avait donné au Ghana. Issu d'une famille modeste, Nkrumah va avoir la chance de bénéficier d'une très bonne éducation scolaire auprès d'une jeunesse privilégiée. Il va même pouvoir poursuivre ses études à l'université de Lincoln aux États-Unis, dans laquelle il obtient une licence en économie et en sociologie en 1939. Nkrumah exprime son attrait pour le panafricanisme et sa volonté de lutter contre le colonialisme au sein de l'Association des étudiants africains des États-Unis et du Canada. Il met en avant des idées telles que le retour en Afrique et l'indépendance des pays africains.
Pour Nkrumah, les pays colonisateurs servaient des intérêts capitalistes en Afrique. Avoir une main-d'œuvre de bon marché, des ressources à portée de bras pour développer leur économie. Ce qui est à l'opposé de ce qu'on pouvait entendre dans les médias, à savoir la volonté des colons de développer économiquement et socialement les différents États d'Afrique. Nkrumah décide en 1947 de retourner au Ghana. Sur place, il va constater plusieurs problèmes, notamment au sein de son parti indépendantiste, l'UGCC. Les membres dirigeants du parti ne s'intéressent pas au sort des plus pauvres et vivent confortablement en s'arrangeant avec les colonisateurs, ce qui est loin de plaire à Nkrumah, qui alors secrétaire général du parti va changer les choses et faire de l'UGCC un parti populaire en créant une autre branche jeunesse et va animer plusieurs conférences prônant une autre Afrique, une autre politique africaine. Les colons se sentant en danger vont grandement réprimer les actions de Nkrumah, notamment en février 1948 lorsque la police va ouvrir le feu sur les manifestants, tuant alors une vingtaine de personnes et en blessant une centaine d'autres. Ces événements vont l'amener à être incarcéré et à être éloigné du parti. Ayant une détermination sans faille, Nkrumah va alors créer un autre parti politique qui s'appelle le CPP, qui va lutter pour l'indépendance du pays et la désobéissance civile. Leur action va permettre l'adoption d'une nouvelle constitution et une assemblée législative avec 75 membres africains. Le CCP va également en 1961 remporter les élections législatives et municipales d'Accra. Il faut savoir que tous ces événements se sont déroulés sans la présence physique de Nkrumah, qui purge depuis 1950 une peine de 3 ans de prison. Il va profiter d'une faille juridique pour se présenter dans la ville d'Accra, dans laquelle il va obtenir 95% des voix. Grâce à cela, il va pouvoir constituer un nouveau gouvernement et devenir l'interlocuteur principal des colons. Mais les colons savaient que Nkrumah n'allait pas être totalement conciliant et rassurant vis-à-vis d'eux, car ils souhaitent que l'Afrique appartienne aux Africains. C'est une politique panafricaine qu'il va mettre en place en introduisant beaucoup d'Africains dans l'administration du pays. Il va donner en 1954 le droit de vote aux femmes et va considérablement développer le secteur de la santé et de l'éducation au sein de son pays. Le CCP connaît un succès démentiel et compte plus de 700 000 membres en 1956. Ce qui va permettre au parti de remporter 3/4 des sièges lors des élections législatives. Devenu beaucoup trop influent et puissant, il parvient à octroyer l'indépendance à son pays. Le 6 mars 1957, le Ghana devient alors le deuxième pays à accéder à l'indépendance après le Soudan. Très inspiré par l'Empire du Ghana, Nkrumah change le nom du pays alors nommé Côte de l'Or en Ghana. En grand panafricain, il va organiser de nombreux événements comme la première conférence des États indépendants d'Afrique. Il prône aussi la création des États-Unis d'Afrique qui pourra permettre aux Africains de mieux lutter contre les pays colonisateurs. En effet, l'union fait la force. Il va avec d'autres présidents mettre en place une politique africaine commune, comme la Guinée d'Ahmed Sékou Touré, à qui il a d'ailleurs fait un prêt de 6 millions de livres sterling pour aider la Guinée alors fraîchement devenue indépendante. Nkrumah sera l'un des premiers présidents à apporter son soutien aux pays indépendantistes. Nkrumah va favoriser les politiques d'indépendance des autres pays du continent africain. Et cela non pas par la violence, mais une coopération pacifique entre le gouvernement en place et les pays colonialistes. Nkrumah a eu un impact très positif sur son peuple. L'éducation est rendue gratuite et obligatoire en 1962 et les études supérieures en 1965. Le nombre d'élèves inscrits à l'école est passé de 150 000 dans les années 50 à 1 135 000 au milieu des années 60. Moi j'apprécie énormément ce président car il n'a pas fait que donner l'accès à l'éducation à son peuple, mais il a aussi voulu promouvoir la culture africaine. Vous savez, nous on a la fâcheuse tendance, malheureusement dans certains pays en Afrique, d'étudier les manuels d'histoire des colons. Nkrumah s'est battu contre ce fléau pour mettre au cœur de l'éducation de la jeunesse leur propre histoire. Il va de ce pas lier la parole aux actes, avec la création du Musée national du Ghana en 1957, une bibliothèque de recherche des affaires africaines en juin 1961, de la Ghana Film Corporation en 1964. En 1962, il crée l'Institut d'études africaines et aussi du Conseil des arts du Ghana. Vous l'aurez bien compris, lutter pour l'indépendance de son pays, c'est bien, mais se battre pour la préservation de sa culture et de son identité, c'est encore mieux. Car tout passe par l'éducation. Un pays d'hommes libres qui ne connaît pas son histoire est condamné à répéter les mêmes erreurs, surtout vis-à-vis des colonisateurs. Nkrumah était aussi un précurseur en matière de droits des femmes. Des dispositifs législatifs adoptés en 1959 et en 1960 créent des sièges réservés aux femmes au sein du Parlement. Des femmes sont aussi élues au comité central du parti et un effort est fait pour faciliter l'entrée des femmes à l'université et dans certains métiers comme la médecine et le droit. Nkrumah est un personnage fascinant et important du mouvement du panafricanisme, qui a eu une influence considérable sur le continent africain. Jerry Rawlings, né le 22 juin 1947, s'engage très tôt dans l'armée de l'air. Très doué et habile au volant du Sukhoi Su-7, il obtient après quelques années le grade de capitaine dans l'armée de terre. Dans les années 70, il s'intéresse de plus en plus à la politique et va intégrer l'Afrique Libre, un mouvement secret d'officiers militaires. Il juge le gouvernement corrompu,
soumis aux puissances précoloniales et responsable de la paupérisation et du déclin économique du pays. Le 15 mai 1979, un mois avant les élections, il participe à son premier coup d'état militaire, qui fut malheureusement déjoué. Il est arrêté et traduit devant une cour martiale. Il sera condamné à mort et mis en prison dans l'attente de son exécution. Par chance, il sera libéré par des soldats qui, ensemble, vont renverser le régime de Fred Akufo et le Conseil militaire suprême. N'ayant pas la volonté de diriger, il crée le Conseil révolutionnaire des forces armées et donne le pouvoir au président Ila Liman. Jerry Rawlings pense que le président en place ne règle pas les problèmes sociaux et économiques du pays. Et puis la question de l'indépendance vis-à-vis des pays colonisateurs n'est toujours pas réglée. Il décide en 1981 de refaire un coup d'État et de reprendre les rênes du pays. Il crée la Commission nationale pour la démocratie en 1982, qui a pour but d'intégrer les citoyens dans le processus de transition démocratique en prenant en compte leurs recommandations. En 1991 est donc mis en place l'élection d'un président exécutif, un poste de Premier ministre ainsi qu'une assemblée nationale. Une constitution est aussi rédigée, elle autorise la création de plusieurs partis politiques. En 1992, Rawlings démissionne de l'armée et crée son parti, le Congrès national démocratique, et devient le premier président de la 4e République, élu avec 60% des voix. Avec lui, le pouvoir judiciaire et la Cour suprême sont plus indépendants. Des journaux indépendants ont aussi pu être créés. Les élections législatives et présidentielles notamment, ceux de 1996, ont été faits avec une grande transparence et surveillance, pour garantir la légitimité du président élu. La constitution mise en place en 1992 donne la possibilité au président de briguer que 2 mandats. Même s'ils n'ont pas été consécutifs, Jerry Rawlings n'a pas essayé, comme beaucoup d'autres l'auraient fait, de modifier les documents pour lui permettre de briguer un 3e mandat en 2000. A government has the obligation, the moral responsibility to be seen to be fighting against corruption all the time. Il prend alors sa retraite en 2001 et est remplacé par son principal rival adversaire de 1996. C'était la première fois dans l'histoire du Ghana qu'un gouvernement en place transférait pacifiquement le pouvoir à un membre élu de l'opposition. Africa can work. It is up to the rest of the world to look beyond the prejudiced and sensational images and recognize Africa as the continent of the future. Jerry Rawlings a fait du grand bien à l'Afrique et est un modèle politique pour de nombreux présidents africains qui privilégient l'intégrité et l'intérêt général au sein de leurs projets politiques. Malheureusement, nombreux sont les hommes politiques au sein de notre monde actuel qui sont aveuglés par le pouvoir. La vidéo n'avait pas pour but de raconter toute l'histoire de ces présidents, mais seulement une partie de leur histoire montrant l'impact qu'ils ont pu avoir sur le continent et des gens comme vous et moi éventuellement. Si tu aimes les histoires de personnages inspirants comme Mohamed Ali ou encore Nelson Mandela, je te propose de regarder une vidéo spéciale. Clique sur le lien en haut à droite. Elle raconte bien leur histoire, on se retrouve de l'autre côté pour que je puisse t'en dire plus. Speeding 91, drunk driving, losing all intention, falling. Once I was living for the passion, now it's all missing without